Bon, ben voilà. On y va. J'ai fait du nettoyage parce que j'avais pas beaucoup de place hein, sur mon foutu machin, là, vas-y. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Merci mon baril. Ça va pas. La fatigue, hein, pardonnez-moi, la fatigue, je sais plus ce que je dis. Merci mon Rabbi d'être passé et de m'avoir écrit un petit mot, mon Rabbi. Je peux pas déplacer mon lit. Si je déplace mon lit, je me trouve la tête sous le bureau. Alors en me levant, je vais me foutre la gueule dans le bureau. Mais je peux pas dormir. Il faut que j'aille un dossier, moi, quand je m'assois. Putain, c'est chiant. Je peux pas mettre mes meubles comme je veux, mon Rabouni. Je peux pas. Si je mets là, admettons que j'enlève la petite table qui est là, j'ai une petite table basse qui est là, j'ai mis, tu sais où c'est que j'ai nettoyé les murs, là, les murs de plâtre, tu te souviens, où que j'avais décrassé les murs. Si je me mets là, je vais avoir toute l'air dans la gueule, et puis je vais avoir l'humidité dans la gueule aussi. Parce que les murs, c'est du plâtre, et puis comme il pleut, ça s'imbibe dedans. Oui, parce que le balcon, il penche légèrement, alors comme il pleut, l'eau s'accumule au pied du mur. Et puis voilà, c'est pour ça que tout pourrit. Et puis là-bas, j'ai le radiateur de la cuisine. Voilà, donc si je mets mon lit contre le... Mais après, où je mets les autres, où je mets la vieille table de télé qui me sert pour mettre tous mes bibelots, vu que j'ai pété le buffet. Hein, le buffet qui allait se casser la gueule, de toute façon. Il n'y a plus de buffet, mais il y a tout qui traîne comme ça. Enfin, c'est rangé sur les tables, mais bon... Et puis la table de nuit que j'ai pris dans la chambre pour mettre mes affaires dedans. Là, je mets de la vaisselle et puis je mets mon porte... je mets mon truc où c'est qu'il y a tous mes couverts et tout ça. Ouais, enfin bref, c'est comme ça, je me démerde, hein. Voilà. Donc mon Rabbi, je sais pas. Une feuille de plomb, j'en ai qu'une. J'en ai trouvé une en bas dans le garage. Gilles était plombier, donc il avait de tout. Hein. Tiens, j'ai trouvé ça, j'ai dit, tiens, ça va être intéressant, une feuille de plomb. Ça fait comme un buvard, mais c'est du plomb. J'ai rien d'autre, Rabbi. On m'a volé tout le plomb qu'il y avait dans le garage. On a été cambriolés, ils se sont pas trompés. Le plomb, ils peuvent le vendre au kilo, je crois. Ouais. Hein, bah c'est les trucs comme ça, quoi. Attends, je l'ai pas le truc là en plomb, là. Oh putain. Non, je l'ai pas là. T'as besoin de dire putain, Dominique? Non. T'as pas besoin de dire les gros mots. Ça sert à rien. J'essaie de me corriger moi-même. Oui. Bon, oui, la goutte de plomb, le truc en plomb que j'avais là. Bah, Gilles en avait plein, ça servait pour mettre au filet de pêche. Il en avait des kilos et des kilos. Même qu'il avait fondu, ça faisait des galettes rondes de plomb et épaisses de ça. Ouais. Ils ont pas voulu que ça. Ils ont pas voulu que ça. Hein. J'ai bien vu, hein. J'ai dit où c'est qui est passé. Oui, enfin, je vais pas revenir là-dessus. Je suis fatigué de. Je suis fatigué. Ce qu'ils ont volé, ils ont volé. Alors, ma voisine, on a discuté. Elle m'a rien dit. Elle a acheté une clenche, une nouvelle clenche et tout ça. Bon, bah, c'est gentil, mais comme elle y connaît rien, elle a pas pris le bon calibre, hein. Et puis, il se trouve que la clenche qui va de l'autre côté, d'un côté, il y a la vis pour tenir la clenche sur la barre, mais de l'autre côté, il n'y a pas de pointe ni rien. Donc, l'autre, ça branle, il n'y a rien qui tient. Hein, tu tires, tout s'en va. Hein, il n'y a pas de pointe, il n'y a pas de trou ni de pointe pour empiler une vis dedans pour que ça tienne. Donc, tu as un côté qui te vient dans la main, quoi. Donc, ça va pas. Alors, voilà. Je vais vous expliquer pour le compteur Linky. Hein. Bah, il se trouve que c'est pas le mien qu'on a posé là, c'est le sien. C'était le sien, le compteur. Moi, je le relevais, ce compteur-là, pour mon électricité, c'était pas le bon. C'est le bleu qui est à côté. C'est le bleu qui est à côté qui est à moi. Hein. Mais ça n'empêche pas que ces ondes à elle, je vais les avoir. J'ai ces ondes à elle, puis celui-là du voisin en dessous qui monte. Oui, j'ai mis le... Oh putain, ça va me faire chier longtemps ce truc. Vas-y, mets ça là-dessus parce que je vais pas arrêter de retenir le livre. Oui, qu'est-ce que je disais au fait? Ben, je sais plus ce que je voulais dire du coup. Oui, mon Rabbi, avant, Gilles, il avait mis une plaque comme ça, épaisse de ça, et puis qui couvrait tout le mur là. Pour... Voilà, parce que comme il y avait le plâtre, il y avait que le plâtre, mais il avait fabriqué un truc pour combler le mur là, hein, pour pas que le mur il reste comme plat, qu'il reste pas comme ça nu sans plâtre. Voilà. Donc
Je l'ai mis à la tête de mon lit. Derrière, il y a comme du plastique, aluminium. C'est pas de l'aluminium, c'est du plastique, mais ça fait comme de l'aluminium. Puis il y a de la mousse dedans, il y a une espèce de mousse. On met ça dans les murs, derrière les murs, pour l'isolation. Alors je sais pas si c'est de l'alu ou si c'est de l'alu papier, ou si c'est de l'alu plastique, j'en sais rien, mon rabbi. Et j'ai mis ça à ma tête de lit. Alors si bien que mon lit, il est venu un peu plus par là maintenant. J'ai moins de place. Mais il se retrouve sous mon bureau. Plus sous mon bureau. Donc voilà. Non, c'est pas pratique. Je peux pas mettre les meubles où je veux. Là, il y a le frigo, il y a la gazinière, il y a l'évier. Hein. Là, il y a un meuble que j'avais fabriqué qui me servait pour mettre mes consoles de jeu, pour mettre tout ce que j'ai à mettre, quoi, des livres ou tout ce que tu veux bien, quoi. Ouais. Donc c'est pas pratique, c'est fait d'une manière, la maison, on peut pas placer les meubles où on veut. On peut pas. On n'a pas le choix. C'est comme ça. Dans la chambre, je peux pas placer comme je veux non plus. Il y a une cheminée qui nous casse les couilles, là, ça prend une place qui sert à rien du tout. Moi, je l'aurais bien abattu, la cheminée, hein, j'en ai rien à foutre. Hein. Ils se servent plus de ces cheminées-là pour faire du feu. C'était pour mettre les feux à gaz ou les feux à bois. On en avait une, on en avait même encore, là, on pouvait même encore en mettre là. Il y en avait un truc pour brocher un appareil, là aussi. Bah, au début, il était broché là, le truc à gaz. On chauffait avec un radiateur à gaz. Bon, on a failli mourir avec ça, hein, il fuyait. Hein. Après, on l'a mis plus loin. Ouais, on avait que ça pour chauffer. Dedans, c'était un... Ouais, bon, voilà. Donc, je ne peux pas placer mes meubles comme je veux. Si je mets mon lit là, si on remet... oh, mais je peux pas, il y a l'air et puis tout ça. Hein, je vais me prendre plus l'air dans la gueule, c'est pas la peine, je vais... Et puis là-bas, il y a le radiateur pour la chaudière. Alors, c'est pas pratique. On peut... Si tu crois que j'ai pas réfléchi comment je pourrais mettre les meubles pour pas avoir la tête dans le truc, je peux te dire que j'ai réfléchi, hein. Ouais. Hein, il y en a, ils ont des appartements, ils peuvent placer les meubles où ils veulent, mais moi, je peux pas. J'ai pas le choix. J'ai la porte-fenêtre qui est là, bon, je peux plus l'ouvrir, hein, parce que c'est bloqué, la serrure, il n'y a pas moyen, j'ai démonté, pas moyen. Donc, je peux plus ouvrir la porte-fenêtre. Voilà. Le jour où je l'ai ouvert une fois, et puis je l'ai refermé, et puis j'ai plus jamais réussi à la rouvrir. C'est bloqué. C'est bloqué. Ça s'est machiné tout en haut, là, tout en haut du pen, du truc, là, ça s'est bloqué. Il n'y a pas moyen de débloquer. Voilà, j'ai pas fait gaffe comme j'ai fermé, ça s'est mal mis. Puis voilà. C'est comme ça. C'est de la merde maintenant, les portes qu'ils font. Voilà. Bon, bah, je vais vous expliquer encore autre chose, parce que je vais pas me gêner. J'ai pas... Hein? Alors ma chère voisine m'a dit... ma chère voisine, elle m'a dit qu'elle s'était fait piquer. Hein, parce que elle voulait pas, parce que sa maman elle est âgée et puis qu'elle peut plus marcher, et puis que sa maman est à l'hôpital et puis que pour aller la voir elle était obligée de se faire piquer. Enfin c'est pas ça, c'est pas qu'elle était obligée, elle est pour, donc elle l'a fait. Elle m'a dit c'est pour protéger les autres qu'elle m'a dit. Ah oui. Et elle m'a dit puis toi est-ce que tu t'es fait piquer? Ça fait 2 fois qu'elle me le demande, j'ai dit non. Alors, j'étais à 1 mètre d'elle, hein, j'étais à 1 mètre d'elle, 1,50 m d'elle. Comme je dis non, à la reculer comme si j'avais la peste. Hein, j'ai même pas expliqué que c'est eux qui portent le machin dans eux, qui contaminent les autres, qui sont les clusters. À dire que c'est pas vrai. Comme les compteurs, elle me dit c'est pas vrai, c'est pas dangereux, ça fait rien les compteurs, et puis même c'est pas plus dangereux que la Wi-Fi. Voilà ce qu'elle m'a dit. Elle me dit c'est pas plus dangereux que la Wi-Fi que tu as dans ton smartphone. Madria. Hein, mamma mia, oui, enfin je sais plus. En espagnol, je sais plus comment on dit. Aïe aïe aïe. Bah, de toute façon, elle a sa vérité, elle est dure comme du béton. Merde, faut pas que je casse mon bureau, moi. Non, mais putain, mais... Puis pour la cloche, j'ai dit de m'attendre pour la poser. Ah bah oui, et alors qu'est-ce qui m'est arrivé?
Oh bah voilà, hein, je vais vous dire qu'est-ce qui m'est arrivé. Hein. Encore aujourd'hui. Ça n'a pas suffi que vendredi, je me suis retrouvée enfermée dehors. Hein, avec la cloche dans la main, puis le truc qui était tombé de l'autre côté, donc je pouvais pas rouvrir. Oh putain de merde. J'ai ragé. Mais là, ça me l'a refait, là. Ah, là, ça me l'a refait. Ça me l'a refait. Alors, j'ai voulu essayer, hein, vu qu'elle a mis la nouvelle serrure. C'est gentil de sa part d'avoir acheté une serrure et de l'avoir posée, mais comme elle n'y connaît rien, elle l'a posée à l'envers. Voilà, premièrement. Moi, j'ignorais que l'autre côté, il n'y avait pas de pointe qui retenait la cloche, hein, qui tenait pas la cloche. Alors moi, pour me dire, Dominique, j'ai tout inversé, hein, j'ai mis ce qui doit être du côté de la cloche et de l'autre machin, parce que j'ai dit, si le truc il part comme ça m'a déjà fait vendredi, je me retrouvais encore bloqué. Donc, au moment où c'est que j'ai fermé ma clé, j'ai fermé ma porte à clé, j'ai dit, je vais faire un essai. Plus moyen de rouvrir la serrure. Ça marchait plus. Oh, je dis, oh putain. Oh putain, oh putain. Excusez-moi pour les gros mots. Je me retrouve enfermé dehors. Oh putain, comme j'ai fait un système pour bloquer le garage, qu'on peut pas rentrer, parce qu'on m'a cambriolé. Le système, maintenant, il me bloque aussi. Bah oui, le système que j'ai mis, bah, mais je peux pas ouvrir mon garage. Oh putain, je dis, c'est pas possible. C'est pas possible, je suis maudite. C'est pas... Oh, excusez-moi, je l'ai pas dit ça comme ça, mais j'ai dit, j'ai la poisse. J'ai la poisse. J'ai quand même réussi à réouvrir la porte, je sais pas comment. Et comme j'ai tiré, la cloche est tombée de l'autre côté. Je dis, oh non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai. Je suis encore bloqué à cause que le truc est tombé. Oh non, j'ai dit non, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Oh, j'ai réussi quand même par la grâce de Dieu, j'ai réussi. Oh mon Dieu. Alors je lui ai expliqué tout, elle me dit oui je sais, j'ai pas trouvé 8 mm, alors c'est plus petit, alors la cloche elle rentre pas dans le truc, ça branle hein, dedans, hein, une petite bite dans un, bon vas-y un machin, qui est, ça baille hein, si le truc est trop large, bon voilà, excusez-moi. L'autre il est plus gros, celui-là il fait 5 ou 6 mm, l'autre il fait 8 mm, voilà. Donc ça peut pas aller. En plus, l'autre côté, il n'y a pas de trou. L'autre côté, il y a une serrure qui s'emboîte dedans. Hein, oui, la clenche s'emboîte dedans. Hein, mais il n'y a pas de trou dans la clenche. Et il n'y a pas de trou dans la barre. Bah, pour mettre un goupillon pour qu'elle tienne. Si bien comme tu tires, bah, le truc, il tient pas. Il tient pas. Hein. Il n'y a pas de rivet, il n'y a rien. C'est pas normal, ça. Je lui dis, non, mais c'est quoi encore ce truc? Elle m'a dit, bah oui, mais il y avait que ça. Ah, il y avait que ça. Enfin bon. Alors, elle m'a dit qu'elle allait essayer de trouver un truc à peu près, voilà. Bah, ça fait une longueur d'un côté comme ça, pour qu'elle mesure, ça fait 3 cm. Ça fait 3 cm, plus 3 cm, ça fait 7 cm, plus 1 cm d'épaisseur du truc qu'il y a dedans, hein, entre deux, pour enfiler le machin dedans. La clenche. Les morceaux qui va dans le truc pour aller dans la clenche qui est de l'autre côté. J'ai dit, bah, c'est pas possible, on peut rien faire avec ça. Non, parce qu'elle a peur, elle veut pas que la porte reste ouverte toute la nuit. J'ai dit, il risque rien. Hein. J'ai dit, avec les trucs que j'ai chez moi, j'ai dit, si on vient m'attaquer, hein, dis donc. Hein. J'ai dit, on m'a cambriolé, alors j'ai dit, j'étais obligé de monter les outils au garage. J'ai dit, j'ai des haches, j'ai des massues. J'ai dit, si on vient me faire chier, hein, ouais. Bon, et on m'a volé des outils, on m'a volé râteau, pelle, puis beaucoup de choses. Il n'y a plus rien. Ah, ils se sont bien régalés, hein. Enfin bref. Pour dire, je suis encore dans la merde. Donc le compteur Linky, elle se l'est fait poser chez elle en bas. Mais celui-là que j'ai vu, c'est pas pour moi. C'est le sien aussi. Mais là, vu qu'elle a plusieurs appartements, elle paie plusieurs factures différentes parce que c'était l'appartement des grands-parents qui était en haut. Là, à ce niveau-là, en face de chez moi, c'était l'appartement de son père, mais en bas aussi. Disons que celui-là, il servait souvent pour s'il y avait des amis qui venaient en vacances. En haut, au grenier, qui était un grenier, mais qui était un appartement, c'était ses grands-parents. Et puis en bas, il vivait, son père, il vivait plutôt en bas.
au rez-de-chaussée. Et puis, elle a hérité de tout ça, mais voilà, il y a des compteurs différents pour chaque appartement. On peut pas, ils peuvent pas. Ça a été construit comme ça, hein, normalement. Voilà, ça a été construit comme ça, et ils peuvent pas faire les compteurs individuels. Donc, elle est obligée de mettre des compteurs à chaque étage. Oui. Donc, elle m'a expliqué, elle paie une facture différente pour chaque compteur. Oui, c'est aussi la merde. Elle me dit, bah oui, elle me dit, même si on est propriétaire, elle me dit, ben, je peux pas, voilà. Puis c'est vrai que son père, il touchait, hein, il était gendarme, mais il savait aussi faire l'électricité, hein. Il avait refait les compteurs électriques dans la maison, là, tout, avec les panneaux, avec tous les boutons et tout ça. Il était fortiche. Même dans la gaine, il l'a fait. Hein. Bon, bah voilà. Ah, je comprends mieux pourquoi Claude il s'est demandé qu'est-ce que c'était la mousse des machins qui était de l'autre côté. Qu'est-ce qu'elle peut bien y foutre, l'autre Gilles, il a calfeutré pour pas que j'ai trop l'air dans la gueule. Ça le regarde pas, l'autre. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a jamais vu du truc d'isolement de mur. Bon, ça va, il l'a pas volé. Ce serait un autre, il l'aurait peut-être volé s'il savait ce que c'est. Parce que ça coûte quand même cher, ces trucs-là. Est-ce que je lui demande si sa grand-mère fait du vélo, l'autre connard, hein. En plus, il avait un casque en plastique sur la tête, un casque blanc. Je dis, qu'est-ce qu'il a sur la tête? Pff. Aïe, aïe, aïe. C'est peut-être pour se protéger des ondes Linky. Connard. Voilà. Donc, Papatou, c'est pas mon compteur, c'est celui-là de ma voisine. Le mien, le compteur électrique, bah, c'est le bleu. C'est peut-être pas le noir. Oui, bah, qu'est-ce que vous voulez que je me retrouve dans les compteurs, moi? Moi, je croyais que le noir, c'était à moi, et puis qu'elle, elle avait ses compteurs en bas. Hein, ben, pour tous les étages. Ben non. Je m'excuse, mon rabbi, hein, j'ai pas voulu mentir, mais moi, je crois à ma façon les choses, que je les vois à ma façon. Je pouvais pas savoir, j'y connais rien, moi. Moi, j'ai mon appartement qu'elle a, j'ai mon compteur qu'elle a, et puis voilà, hein, et puis j'ai les trucs du grenier, puis j'ai les trucs du garage. Donc moi, je croyais que ça faisait partie des trucs du garage, et puis tout ça. Ben non. C'est ainsi. Bon, maintenant que j'ai expliqué, c'est bon. Bon, alors ma patou, ben je peux pas te dire si le compteur Linky est dangereux pour ceux qui ont des problèmes cardiaques et s'ils sont épileptiques. Je ne peux pas te dire, ma chérie. Je sais que les compteurs Linky sont dangereux pour les neurones qu'on a là-dedans, ça nous les grille, quoi, voilà. Tu deviens sénile, quoi. Mais si tu t'en vas, tu déménages, et après tes cellules, ils se refont, hein, ils font des nouvelles, ils se régénèrent le cerveau. Parce qu'il y a une dame, elle a expliqué, hein, elle habitait dans une maison, c'est qu'elle avait le compteur, et puis elle était obligée de partir. Elle était malade, tout ça, des malaises et tout, mal au crâne, elle vomissait, faisait des malaises. Et puis voilà. Moi, le début, où c'est qu'il l'a mis, lui, le sien, j'ai eu des problèmes aux jambes. Hein? J'ai dit, putain, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai les jambes qui gonflent. Ouais. Et c'est pas parce que... non. C'est pas pour le sel ou pour les trucs comme ça. J'avais les jambes minces et d'un coup d'un seul, ploum, je me suis mis à gonfler. Non mais oh. Et j'ai pas abusé de sel, j'ai pas... non. Puis je me bouge, hein, je bouge beaucoup, même que je marche beaucoup dans l'appart, et puis je descends, je monte, je vais là-haut, je vais en bas. Je vais faire mes courses plus souvent, hein. Ça me fait marcher. Et puis bon, j'ai un stepper, j'ai un banc de musculation si je veux, mais il faut que j'arrive à le débloquer. Hein. Quand j'avais rangé au grenier, je l'avais mis d'une façon qu'on puisse pas le déplier. Ah oui. Et maintenant c'est moi qui sais plus comment on fait pour le débloquer. Bah j'ai le livre, hein, mais j'ai pas encore cherché, ça me fait chier. J'ai pas encore cherché comment on fait. Ouais. Je le ferai plus tard. C'est sûr que si je me remets un peu au sport, ça me fera pas de mal, hein. Remettre un peu de muscle, parce que j'avais tellement maigri, il n'y avait plus de muscle, plus rien, hein, que la peau. Que la peau. J'ai repris un peu de poids, mais bon, j'ai pas du tout envie de redevenir une grosse vache. Non, je me trouvais grosse, de toute façon, un peu. Bah, de toute façon, je trouve qu'il fallait que je perde un peu de poids. J'ai maigri parce que je crevais de faim, hein, comme tu te retrouves
Quand tu te retrouves enfermé chez toi, puis qu'il n'y a personne pour te faire tes courses et que tu as le dos bloqué, eh ben, tu manges tes réserves, et puis après, comme tu n'as plus de réserves, eh ben, tu crèves de faim. C'est pour ça que j'avais tant maigri. Hein. Merci mon cousin hein, qui m'a laissé tomber. Mais c'est pas grave, je me démerde toute seule. Comme ça, je dois rien à personne, comme ça, parce que les reproches qu'on m'a fait après, les reproches, eh ben, ces reproches, il se les carrera dans son cul, bien profond. Excuse-moi d'être vulgaire. Puis voilà, hein. Parce que moi, les hypocrites qui me baisent par derrière, qui me volent sur l'héritage, ben, c'est du propre, ouais. Ça y est, il est pas assez content que Gilles y avait payé son mariage, qu'il y avait payé des vacances, qu'il y avait payé pas mal de trucs, tout l'argent qu'il a donné pour les gosses, pour mon cousin, hein, tout l'argent qu'il a donné. Hein? Ouais. Non, ça y est pas suffi, non. Enfin bref, c'est ainsi. Qui vole, qui mal acquis ne profite jamais, hein. On le dit, mais c'est vrai, hein. Voilà. Donc, Miss Patate a dit, ouais, mais de toute façon, il faut bien qu'on s'y fasse, il faut bien qu'on les mette, les compteurs, on est bien obligé. Ah, on est obligé. Elle s'est fait piquer parce qu'elle était obligée aussi. Bon, je sais pas dans quoi elle travaille, elle me l'a pas dit, hein, parce qu'avant, elle travaillait dans un truc que j'ai oublié, mais j'ai pas demandé d'où c'est qu'elle travaillait maintenant. Ouais, de toute façon, elle, on lui dit, tu sautes de la falaise, tu vas voir, tu vas voler, elle le fera. Hein. Enfin, bref. Tu crois peut-être que si j'étais propriétaire d'ici, qu'on m'aurait posé le truc. J'aurais dit, je suis propriétaire, je suis chez moi. Même que je suis pas propriétaire, ils ont pas le droit de m'imposer un truc que je ne veux pas. Mais bon, c'est la mafia, hein. Voilà, c'est tout. Maintenant, je vais faire ma petite lecture. Maintenant que j'ai bien... Alors, j'en étais... Il n'y a pas de page, là. J'étais 12 tables. Mais normalement, j'étais arrêté plus bas. J'étais arrivé aux Pyrénées. Bon, alors écoutez, en lisant vite, je vais relire un peu plus en arrière, d'accord? 12 tables. Ce temple abritait 12 tables de bronze gravées d'une très fine écriture. Déjà, pour faire une fine écriture sur du bronze, il faut avoir du matériel pour graver. Hein? Et pour graver, comment on fait? Hein? Donc, les mecs, hein, vous aviez des technologies qui ont disparu. Hein? Mais de toute façon, même s'ils ont trouvé des choses, ils les ont planquées, hein, pour pas qu'on sache. Hein. C'est comme les vidéos sur les squelettes qu'ils avaient trouvés géants. On voyait les hommes qui étaient à côté. On les voyait, les squelettes des Néphilim, des géants d'autrefois. Ils l'ont trouvé, hein. Il n'y a qu'en Allemagne qu'on peut en voir un maintenant, je crois, dans un musée. On a même vu des momies qui étaient assez grandes. C'était des Néphilim aussi. Hein? Et c'est eux qui ont fait qu'après, il y avait Gargantua, tout ça, ils ont existé, c'était des géants. Et j'ai reperdu le nom du géant que je regardais à la télé, là. Ouais, merde, il est reparti. Il a failli venir, maintenant. Oh, je le dis dans mes vidéos, oh là là. J'en ai marre, tu vois, ça me renseignait le Linky, là, vas-y, hein. Alors, je repars, vas-y, arrête Dominique. 12 tables. Ce temple abritait 12 tables de bronze gravées d'une très fine écriture, ainsi concordant les diverses explications du Graal, coupe de sang, de l'émeraude et du livre de la connaissance dans Titurel, on voit une allusion à une origine orientale du Graal. Dès lors, ces concordances fondent l'histoire que l'on peut lire en filigrane sous le mythe. Oui, ben, monsieur qui est venu là, oui, du coup, j'ai oublié. Hein, qui se fait appeler... Oui, enfin, le monsieur qui est venu là me parler. Je me suis abonné à ta chaîne, je te l'ai écrit. Bon, puis je m'excuse parce que j'avais pas bien compris, d'accord tu ne me jugeais pas du tout. Hein. Bon, heureusement que ma grande copine est venue m'expliquer. Elle m'a dit, non, non, il te juge pas.
Il te dit exactement ce que tu es, ce que tu sais déjà, il te le dit. Voilà, c'était pour... voilà, il me le dit déjà. Ben, je m'excuse, hein, je fais des excuses. Tu me prêchais à une personne qui est convaincue. Voilà, voilà ce qu'il m'a dit. Il prêche à une personne convaincue. Ben, merci. Oh, puis en plus, elle m'a dit que tu étais plus jeune que moi. Hein, tu fais... Pourquoi tu mets une photo de quelqu'un qui est vieux, alors, si tu es jeune? On peut être jeune et avoir la sagesse, hein. Ouais. C'est pas l'âge qui fait la sagesse. Il y en a, ils sont vieux, il y en a, puis ils n'auront jamais la sagesse. Ouais. Bah, oui, dis-moi, c'est ça. Je crois que c'est ça que tu me... comment tu t'appelles? Oh, punaise. Je marque tout. Non, écoute-moi, voilà, c'est juste là. Écoute-moi, voilà. Tu te fais appeler, écoute-moi. Voilà. Alors, merde, je sais plus d'où j'en suis. Ah oui, les 12 tables. Ce temple abritait 12 tables de bronze gravées d'une très fine écriture, ainsi concordant les diverses explications du Graal, coupe du sang, de l'émeraude et du livre de la connaissance. Dans Titurel, on voit une allusion à une origine orientale du Graal. Dès lors, ces concordances fondent l'histoire que l'on peut lire en filigrane sous le mythe. Et l'on voit comment le mythe a perduré. Le Graal, comme différentes pierres précieuses, a sans doute suivi la route de la soie. Ah oui, mon rabbi, en fait, je t'ai répondu hein, sous la vidéo, la petite vidéo. Oui, donc c'est que tu m'as écrit que la personne t'avait écrit. Le monsieur, là. Il n'y a pas que ça. Non, j'ai répondu à ça, mais j'ai répondu à un autre truc. Je me mélange les pinceaux, Rabbi. Je t'ai répondu sur ta dernière petite vidéo que tu as fait. Voilà, je veux dire aussi. Je veux dire tout en même temps, c'est pas possible. Il faudrait 4 langues pour parler en même temps. On serait bien emmerdé parce que là... on serait bien emmerdé. Alors... Et l'on voit comment le mythe a perduré. Le Graal, comme différentes pierres précieuses, a sans doute suivi la route de la soie qui menait de Ceylan, entre autres, à la Gaule, ainsi qu'en atteste la présence de grenats venus de cette île. Bon, bah, je l'ai dit que j'avais une bague de grenats que une de mes copines m'avait donnée. La présence des grenats venus de cette île, dans le tombeau des nécropoles mérovingiennes, ainsi, le Graal voyagea-t-il. On en trouve la trace selon la tradition à Jérusalem, à Rome, en Espagne visigothique, et l'on pense que les tables de bronze furent déposées dans une crypte creusée dans le rocher de Montségur. Temple solaire des Cathares d'Occitanie, voici pourquoi Montségur attend toujours le chevalier folle et pur, qui révélera au monde le message lumineux du Graal. Entre 1929 et 1936, Otto Rahn chercha le Graal dans cette région. Hélas, ses recherches n'aboutirent pas. L'humanité, si le Graal n'est pas retrouvé, devra attendre le bruit du 7e sceau. Le bris du 7e sceau, B-R-I-S, comme il est dit dans l'Apocalypse. Bah oui, parce que comme le 7e sceau sera ouvert, on entendra la trompette du jugement dernier, c'est ça? Ouais, ça fait ça. Ouais, enfin, je sais comment que ça fait. J'ai une copine qui le faisait. Hein. À chaque Shabbat Shalom, elle le fait. Et puis, elle parle dans la langue, hein, en hébreu. Elle l'a appris toute seule, hein. Voilà. La localisation du Graal pose décidément bien des questions. Oui, bah elle est dans ton bled, Rabouni. Enfin, quelque part. Donc tout le monde la connaît, hein. Elle sonne la trompette d'un côté, puis après elle sonne la trompette de l'autre côté. Et elle fait telle qu'on faisait du temps d'il y a 2000 ans. Bah, de toute façon, elle suit la règle du Shabbat Shalom, hein, tout ça. Alors, il n'y a pas beaucoup de monde qui le font là-bas. Avant, elle était en France avec son papa. Ils étaient où pas à Marseille, mais ils étaient où je sais plus. Je sais plus. Ouais, enfin bref.
Alors, la localisation du Graal pose décidément bien des questions. Pour certains, c'est assurément la grotte magique d'Hercule. Yallah, vas-y, c'est Hercule que je cherche. Et il veut jamais venir comme je veux en parler, celui-là. Hein? Voilà. D'Hercule. Hercule, le géant, il a vraiment existé. Il fait partie des trucs des géants. Des fameux géants. Alors, d'Hercule. De longs brives qui le cachent, ce qui nous ramène à la légende d'Hercule et à celle de Pyrène, qui donna son nom aux Pyrénées. C'est dans cette grotte, dit-on, que l'évêque cathare, Amiel Ercade, reçut l'ordre de veiller sur le trésor sacré des Cathares. Après la reddition de Montségur, en 1244, Hercule et Pyrénées, dans leur quête et leurs travaux, voilà, s'était arrêté Pyrénées dans, et puis mon truc, il s'était arrêté. Ne sont pas sans rappeler la recherche des chevaliers de la table ronde. Ils ont existé, les gars. Il y a là de grandes correspondances qui montrent combien le message du Graal procède de sources diverses. Il a vraiment existé, le roi Arthur. Et c'était en Bretagne. Enfin, il y a la Bretagne, là. Parce que il y avait un monde, hein. Il y a les mondes parallèles, tout ça, il y avait un monde, hein. Et il y avait bien des dragons à l'époque des Moyen-Âge. Il y en a qui ont dit non, ça n'existe pas les dragons. Ma dragonne, elle a dit que ça n'existe pas. Oui. Bah, si je dis que ça existe, ça existe. La Sophia, elle en a des dragons là-haut. Et puis, hein. Et puis, il y en a, il en existe encore un ou deux dragons. Mais le dragon blanc. Il y a un dragon blanc et il y a un dragon rouge, je crois. Le rouge, il est devenu, il est devenu mauvais, quoi. L'autre, il est devenu rouge parce que c'est devenu un dragon mauvais. Il est sous contrôle des archontes ou je sais pas quoi, moi, des trucs, là, vas-y. Hein. Il a été, comment qu'on appelle ça? Oh, punaise, s'il vous plaît. Oh. Corrompu. Merci, papa. Comme il voilà, hein, et il existe, mais dans un monde parallèle, on peut pas les voir, comme la forêt de Brocéliande, elle est magique, mais hein, c'était un truc féerique, tout ça, et puis la Dame du Lac, elle existait, et puis l'épée aussi. Là, on peut plus voir, là, maintenant, parce que tout a été fermé, ils ont mis un voile sur ce monde-là. Ils ont mis un voile. Maintenant, vous pouvez me traiter de folle, je m'en fiche. Mais je m'en fiche. J'en ai rien à péter. Je dis ce que j'ai à dire et je m'occupe pas si ça plaît ou ça plaît pas. Je fais ce que j'ai à faire. Alors, je peux même dire le nom du dragon blanc. Si je me rappelle bien. Oui, parce qu'il y en a qui en parlent. Hein. Sous hypnose, ils voient tout ça, il y en a. C'est comme si qu'ils voyageaient dans le temps, mais ils voient tout ça, ils voient tout ce qui se passe. C'est pour ça que moi, comme je les écoute, parce que j'étais la Sophia là-haut, et puis j'écoute d'autres émissions ailleurs, et puis je mets les morceaux à droite, à gauche, je réunis tout ça, puis je dis, ben c'est ça. Puis comme je sais voir la vérité où elle se trouve, je me dis, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ah, j'ai dit, non, là c'est une connerie. Voilà, c'est tout. Je suis mon cœur, tout est là-dedans, tout est là-dedans. Et puis... Là-haut, hop, ça correspond. Alors, combien le message du Graal procède de sources diverses, comme il cristallise un vieux savoir mythique. Il faut lire aussi la Sophia, le livre que j'ai acheté, là. Hein. C'était quoi, en fait, merde, je sais plus. J'ai tout mon bordel qui est là-dessus, là. J'ai tous mes livres, mes carnets qui sont l'un en dessous de l'autre. Hein? Tant pis, je pose ça ici. Ben, j'ai des objets qui disparaissent dans ma maison des fois. Alors, c'est pas moi, parce qu'il y a des fois, je veux bien que je pose des trucs que je me rappelle pas. Mais je me suis aperçu plusieurs fois que j'avais des trucs que je retrouvais pas et puis que je retrouvais. Mais je sais où je les mets parce que comme je suis malvoyante, j'ai mes habitudes à mettre les trucs à tel endroit, Donc, comme tu te retrouves
que tu retrouves pas un truc que tu as mis à une place et que je m'en souviens très bien. Je dis, c'est pas possible. Ça me l'a fait plusieurs fois. Alors, voilà. Même dans la salle de bain, comme j'avais posé ma croix sur la table de la tablette de la machine, comment t'appelles ça, de l'armoire à glace avec les glaces et tout ça, j'avais posé, normalement, j'ai dit je l'ai posé là, et comme j'ai regardé, je l'ai pas trouvé. Hein, voilà. J'ai beau avoir déplacé les trucs et les machins, pas moyen de trouver ma croix que j'avais posée. J'ai dit c'est pas possible, je l'ai posée, même si elle est tombée entre les pots, ou que c'est que je mets les brosses à dents et tout ça. J'ai dit à Doroyette. Eh ben non, il n'y avait pas moyen. J'ai demandé à ma dragonnette, j'ai dit tu peux m'aider, voilà. Donc elle m'a aidé. Elle m'a dit tu vas la retrouver. Bon, elle a prié ça, un machin truc, là, je sais pas quoi. J'ai regardé, puis comme j'ai regardé, je l'ai retrouvé. J'ai dit bon, bah, je cherche pas à comprendre. Voilà, c'est ainsi. Ouais, le code Sophia, c'est là-dedans qu'ils expliquent tout. Et ils expliquent aussi pour Mère Marie, et puis ils expliquent aussi pour Marie-Madeleine, et puis tout ça. J'essaierai de retrouver le nom du dragon, hein, parce que je note tout, je note tout. C'est pas là-dedans le dragon, mais bon, les dragons, ils en parlent, mais pas le nom du dragon qui existe encore, là. Du coup, il est dans une dimension parallèle. Ah oui, puis j'ai acheté aussi ça pour mon futur chat. J'ai acheté ça pour mon futur chat. Et puis j'ai acheté une brosse pour mon futur chat. Vu que j'ai les paniers de ma chienne, il pouvait aller aisément dedans, c'était un grand panier. Donc j'ai un panier, j'ai aussi d'autres brosses qui me restent de mes chiennes. Ah mais j'ai dit Dominique, si tu veux concrétiser d'avoir un chat, il faut que tu achètes, ça va faire venir, il va venir. Je crée la chose dans mon moment présent, il va venir mon chat. On va me l'envoyer. Voilà. Ça va les Hells? Trou de cul. Vous avez le droit, vous, vas-y, de faire du bruit. Ah, je vous signale qu'il est 1h du matin. Oh merde, je vais casser ma pierre, moi. Connasse. Oh la connasse. T'as qu'à péter ta bague, t'auras plus qu'à... Excusez-moi, je m'insulte moi-même. Ouais, il y a aussi le pouvoir du moment présent. Ça, j'avais commencé à le lire, mais ça plaît à personne. Il y en a qui se... Enfin bref, je recommencerai, vous inquiétez pas. Et puis pour ceux qui m'aiment bien, bah, je referai des trucs. Parce qu'il y en a, vous aimez bien, alors je vais le faire. Bon, j'en suis où, moi, du coup? Oui, bon, ça peut pas casser comme ça, une pierre, parce que c'est une vraie pierre, donc ça pète pas comme ça. Ben, ça me ferait chier d'en racheter une, parce que je viens de l'acheter. Bon, comme une bague est cassée, bon, bah, tu t'en rachètes une, mais pour la casser, il faut y mettre du bon de soi. Hein. Alors, bon, voyagea-t-il où on en trouve la trace selon la tradition à Jérusalem, à Rome, en Espagne visigothique, et l'on pense que les tables de bronze furent déposées dans une crypte creusée dans le rocher de Montségur, temple solaire de Qatar, d'Occitanie. Voici pourquoi Montségur attend toujours le chevalier Foll, c'est marqué Foll, F-O-L, et pur, qui révélera au monde le message lumineux du Graal. Entre 1929 et 1936, Ran R-A-H-N chercha le Graal. Dans cette région, hélas, ces recherches n'aboutirent pas. L'humanité, si le Graal n'est pas retrouvé, devra, je sais, je l'ai déjà lu tout à l'heure, mais je reprends, attendre le bris, B-R-I-S, du 7e sceau, comme, ils ont marqué comme ça, comme il est dit dans l'Apocalypse. Alors le bris, la brissure, ou le bris, comme... il sera ouvert, brisé, le seau sera brisé, le seau de cire qui retient, voilà. Pyrénées. La localisation du Graal pose décidément bien des questions. Pour certains, c'est assurément la grotte magique d'Hercule, de Lombrive, qui le cache, ce qui nous ramène à la légende d'Hercule et à celle de Pyrène, qui donna son nom aux Pyrénées. C'est dans cette grotte, dit-on, que l'évêque cathare Amiel Eikar reçut l'ordre de veiller sur le trésor sacré des Cathares. Après la reddition de Montségur en 1244, Hercule et Pyrénées dans les quêtes de leurs travaux. Ne sont de leurs travaux. Excusez-moi.
ne sont pas sans rappeler la recherche des chevaliers de la table ronde. Il y a là de grandes correspondances qui montrent combien le message du Graal procède de sources diverses, comme il cristallise un vieux savoir mythique qui se révèle que parcimonieusement, et c'est à cette source que les parfaits cathares trouvèrent la force d'une foi nouvelle ancrée dans le tréfonds de l'histoire du monde. Le trésor des Templiers. Je sais, j'avais déjà lu tout ça, mais... Enfin, pas trop, là. Je savais pas trop à partir de là. Le trésor des Templiers. Le fameux trésor des Templiers comprendra le Saint Graal. De nombreuses hypothèses, souvent fantaisistes, prétendent que ce trésor est caché d'un tel ou tel dieu. Ne pouvant traiter de toutes, nous n'en donnerons ici que quelques-uns, une. Et je me pèle le cul, là, tu fais chier. J'ai la... Avec ces courants d'air, j'ai de l'air qui m'arrive dans l'oreille, et le tourbillon, là, il me fait chier. Non, mais franchement... Ah, bah, il a chaud, hein, avec tout ce qui s'est mis, hein, les calories. Putain. Il me reflingue le nez. Alors, le trésor des Templiers. Le fameux trésor des Templiers comprendra le Saint Graal. De nombreuses hypothèses, souvent fantaisistes, prétendent que ce trésor est caché d'un tel ou tel dieu. Ne pouvant traiter de toutes, nous n'en donnerons ici que quelques-unes. Alors, le mystère demeure entier. La quête du Graal est devenue celle des Templiers. Elle répond symboliquement à l'exigence d'une vie intérieure scrupuleuse. Et les activités guerrières extérieures deviennent le signe de cette vie, comme la croix et l'emblème de la chrétienté. Le tout s'harmonisant dans la prière et la contemplation. Bon, bah, je sais, c'est marqué content. Je sais que la plation, elle est de l'autre côté. Les chevaliers templiers prononcèrent les 3 vœux, pauvreté, chasteté et obéissance. Bien. Les chevaliers templiers. Hein. Plation, contemplation. Ouais. Contemplation. Comme par la 16 absolument nécessaire pour détourner le désir vers la soif d'absolu et la gloire militaire. La quête du Graal symbolise un plan mystique, l'aventure spirituelle et l'exigence d'intérioriser qui seul peut ouvrir la porte de la Jérusalem céleste, car c'est là où resplendit le divin calice. Mais il faut que ces mythes deviennent intelligents. La perfection humaine se conquiert ainsi à coups d'épée, tandis que le trésor matériel enrichira les églises. Il permettra par la fonte de l'or et son travail par d'habiles artisans les œuvres d'art sacré, sublimation de la matière comme la rose et celle du fumier dans une alchimie spirituelle, le aussi grand que sévère et dont témoigne la splendeur de l'art roman puis gothique. Richesse des Templiers. L'ordre des Templiers était riche et puissant, trop riche pour beaucoup. Les richesses que les Templiers possédaient étaient surtout constituées de dépôts, mais cela rapportait gros. Les Templiers faisaient vœu de pauvreté, mais il y eut probablement maintes détournements de fonds dont les chevaliers ne profitaient pas. Ils construisaient, bâtissaient, s'équipaient, ils se constituèrent un trésor. Un Templier du nom de Jean de Chalon affirme que la ville de la date fatidique du 13 novembre 1307, 3 chariots remplis d'un trésor seraient parvenus à quitter Paris pour l'Angleterre. Encore que cette histoire est souvent mise en doute, peut-on croire que les Templiers étroitement surveillés aient pu cacher l'existence d'un trésor. Quoi qu'il en soit, plus personne n'entendra plus jamais parler de ce trésor. Aucune trace, aucune archive, aucun témoignage, aucune découverte archéologique, rien. Et là, on voit chevalier templier à cheval. Bah, ouais, comme j'étais enfant, j'aimais bien les films comme ça, du Moyen-Âge, tout ça. Alors, Gisors. En 1946, un certain Roger de Laumois
un jardinier municipal chargé de l'entretien des abords du château féodal de Gisors, Normandie, fait des déclarations étranges devant les élus de la commune. Selon lui, depuis des années, il mène des fouilles illégales. Il dit avoir découvert une chapelle secrète contenant des sarcophages templiers et des coffres gigantesques contenant un trésor. On l'emmena sur le lieu de ces fouilles. Un ou deux courageux vont dans les galeries causées par l'Arlomois. Ils rentreront bredouilles, dépités. Les responsables municipaux décident de faire combler les galeries pour éviter que des curieux ou des enfants mettent leur vie en danger. On s'y infiltrant, mais Roger Laumois insiste tant et plus pendant des années, il ne sera guère pris au sérieux. Ce n'est qu'en 1962, ma date de naissance, que le ministre de la Culture André Malraux, intrigué par cette affaire de chapelle secrète, ordonne des fouilles sur le site de Gisors. Des travaux importants furent entamés, creusement d'un puits vertical et de galeries horizontales. Les ingénieurs du ministère ne trouvèrent aucune chapelle dans la motte du château de Gisors. Pourtant, celle-ci devait avoir une superficie d'environ 270 mètres carrés, selon les déclarations de Roger Laumois. Tous ces travaux mettront en péril ce fabuleux site historique. Il a fallu faire d'autres travaux de consolidation afin que la motte ne s'écroule pas et que le donjon cesse de se fissurer. Aujourd'hui, les fouilles sont interdites afin que le château soit préservé. Les chercheurs parallèles y ont vu une gigantesque complot destiné à cacher un terrible secret. C'est possible. On se demande comment les Templiers seraient parvenus à cacher ce trésor à Gisors, vu qu'en 1307 et après le château appartenait au roi de France, Philippe le Bel. Tiens. Philippe le Bel. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait, Philippe le Bel? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait griller les Templiers. Hein? Hein, ça... Oh là, ça tourne bien là-dedans. Oui, ça tourne bien là-dedans. Je fais le rapprochement. Il a fait massacrer les Templiers. Donc, il savait très bien qu'il y avait un trésor là-dessous. Donc, il a récupéré tout. Hein? Peut-être bien. Je dis bien peut-être bien. Il y a quand même une grosse machine là-dedans. Hein? Attention, hein? Le célèbre château de Gisors fut construit au XIe siècle. Son donjon occupe une motte féodale. Le trésor des Templiers y serait caché. Ben, c'est pas impossible, hein, parce que comme tu vois la motte qu'il y a là, hein, ça fait la motte là, et le truc est dessus là. Donc, c'est pas impossible, hein. De toute façon, on peut voir. Vous prenez des scanners du sol, parce qu'il y a des machines qui scannent le sol, tu peux trouver des trésors. Donc, ils ont juste à faire ça. Hein. Et tu vois. Comme si voilà, tu vois. Citons maintenant un article célèbre qui traitait excellemment d'une toute autre hypothèse. À Juillet, dans la Sarthe, existe encore le vieux donjon d'un château en ruine, détruit à la fin du XVIe siècle sur ordre d'Henri IV. La barbe fleurie. Punissant son seigneur d'avoir donné asile aux gens de la Ligue qui le combattaient, l'ombre de ces reliques fortifiées cache encore le secret que, dans certaines veillées, se racontaient nos anciens dans les chaumières. Il se disait alors que dans les sous-sols du vieux donjon existait un caveau dont le rocher de fond avait la particularité de s'ouvrir à minuit, le jour de Noël, pour laisser entrevoir une cavité emplie d'innombrables richesses. Je me pèle le cul. Il me fait chier. Hein. Ah, il me fait chier. Ah, t'as qu'à mettre ta laine, Dominique. Ah, Seigneur. Ah, vivement que tout ça soit terminé, Seigneur. Il y en a marre. Hein, pas. S'il était écrit que je devais subir encore ça, ben je le subis. Hein? C'est pas que Dieu veut me faire du mal, c'est parce que c'est écrit comme ça, c'est tout. Mais bon, le mal qu'on m'a fait m'a rendu plus forte, hein, ça rend plus fort. Donc merci Seigneur quand même, ça me rend plus forte. Et puis bon, voilà. Hein. Alors, la piste belge. Monsieur Rudy Cambier parce que c'est un C. C-A-M-B-I-E-R. Grand connaisseur de Nostradamus,
dont il se méfie, cependant, virgule, il en est venu à penser que les centuries de Nostradamus écrites en flamand et en picard ne pouvaient être l'œuvre d'un Provençal, l'auteur en serait un moine cistercien de l'abbaye de Cambron-Casteau. Yves de Lessines, ce texte ne constituerait pas des prédictions pour l'avenir, mais cacherait l'histoire du temple et de son trésor. Ce trésor caché dans les tonneaux, je l'avais, le livre de Nostradamus, c'est dommage. Putain de merde, j'avais toutes les centuries. Ouais, ça m'empêche pas de le recommander, hein. Je verrai parce que là où je commandais, on peut plus le faire directement comme par catalogue. Il m'envoie un truc avec les livres dessus, mais il faut que je paie par carte maintenant. Alors tant pis, hein. Qu'est-ce que je vous dis? Ce trésor caché dans des tonneaux aurait été enfoui sous une ferme dans le petit village de Wodek. W-O-D-E-C-Q. Hainaut, dans l'Hainaut. H-A-I-N-A-U-T. Or, chose extraordinaire, l'actuel propriétaire de cette ferme n'est autre que Rudy Cambier lui-même. Il est convaincu que le trésor des Templiers s'y trouve. Alors, juillet. Citons maintenant un célèbre, c'est marqué juillet, mais pas juillet comme nous, hein, c'est marqué J-U-I-2-L-E. Citons maintenant un article célèbre qui traitait excellemment d'une toute autre hypothèse. À Juillet, dans la Sarthe, ça doit être le nom de la ville. Dans la Sarthe existe encore le vieux donjon d'un château en ruine détruit à la fin du XVIe siècle. Sur ordre d'Henri IV, je l'ai pas déjà lu ça. Je deviens sénile. Hein. Moi, je deviens sénile, c'est pas possible. Non mais, allô, ouais. Tant pis, je continue. Punissance au Seigneur d'avoir donné asile aux gens. Oui, bah oui, bon, je l'ai lu, hein, d'accord. Empli d'innombrables richesses. Bon, je retourne de l'autre côté parce que là, il faut arrêter, Dominique. La fatigue. Je vous montre de l'autre côté. Voilà. Et je vous montre l'image de là. Voilà. Comme ça, j'ai montré l'image, tout ça, et je lis maintenant. Alors, ce qui est écrit là, ruine du donjon du château de Juillet dans la Sarthe. Ah, j'ai quand même pigé que c'était le nom d'une ville. Ça me chatouille, le nez. Alors, ce spectacle, c'est quoi que... Ah ouais, d'accord, avec ma bague, j'ai arraché des poils de ma veste et c'est ça qui me chatouille le nez comme je lis. Ce spectacle d'un trésor caché durant le temps que les 12 coups de minuit mettaient à sonner et le danger était grand d'essayer de le regarder plus longtemps car alors les parois se resserraient subitement. Un imprudent attiré par l'éclat de l'or et des pierreries s'y risqua pourtant. Paul Duvalin conta en 1879 l'histoire qu'il disait tenir d'un sien aïeul qui lui aurait affirmé la tenir de son propre aïeul, André de Val de l'Ain, qui aurait vu la cache. Alors, cela se passait au temps de la Régence où la vie des gens était fort difficile dans nos campagnes. Les épidémies y étaient courantes, Marseille subissait la peste et la disette menaçait. La dîme et la redevance étaient présentes aussi, tous les moyens étaient-ils bons pour essayer de survivre dans le pauvre royaume de France. Jean, un jeune laboureur de la paroisse de Juillet, avait connaissance de la cache du donjon. Un sien parent lui avait transmis le secret de famille. Les Templiers avaient caché là une part de leur trésor avant que Philippe le Bel s'accapare des biens de l'ordre du Temple de Jérusalem après avoir fait arrêter, torturer et brûler sur un bûcher leur grand maître Jacques de Molay en 1314. C'est un secret qui ne se transmettait que de père en fils, selon un usage de notre campagne où il ne faut jamais confier un secret aux filles qui racontent toujours tout à leur confesseur et à leur amant. 1. J'ai pas d'amant. 2. J'ai pas de confesseur. Je me confie qu'à Dieu et à Jésus-Christ. Donc, pas de problème. L'origine de cette histoire de famille remontait au temps des croisades, quand l'un de ses ancêtres, Hubert de Faudoas, excusez-moi, avec ma dyslexie, vas-y, hein, de Faudoas, était page de Guillaume.
de Beaujeu, un grand maître. Jacques de Molay, le dernier grand maître de l'ordre des Templiers. Là, ils le montrent comme ça, Jacques de Molay. J'ai d'autres trucs. Hein, c'est Jacques de Molay. Voilà. Oh ben dis donc, fidèle. Le portrait c'est le portrait du descendant de ta copine, dis donc. Hein? Alors, l'ordre du Temple tué à Saint-Jean d'Acre en 1291, lors de l'assaut de la cité par les musulmans. Devenu chevalier du Temple, chargé de la garde du trésor de l'ordre, l'ancêtre templier aurait dissimulé l'or du Temple afin de le mettre hors de la portée des prétentions royales visant à l'élimination du pouvoir templier. Le gardien du trésor espérait ainsi pouvoir faire renaître l'ordre, mais l'élimination physique de ses membres, la séquestration de toutes ses commanderies et un secret trop bien gardé rendirent à jamais impossible la renaissance du temple. Toutefois, avant d'être lui-même envoyé au bûcher, Hubert de Faudoas avait eu le temps de confier le secret du trésor caché dans les souterrains du château de Juillet à l'un des siens. Bon, bah là, cette image-là, je l'ai déjà montré. Hein, c'est Jacques de Molay et Godefroy de Charnay sur le bûcher. Par là, excusez-moi. Voilà. Alors, il lui avait dit d'avoir ramassé de terre sainte un serrurier arménien qui détenait le pouvoir de faire ouvrir et fermer les portes sans utiliser de clé, uniquement par la vibration émise par un gong ou par une cloche. En utilisant cette magie, il avait donc fait aménager une cavité secrète dans le caveau de son château de Juillet, dont les parois du fond se trouvaient une seule fois dans l'année au bruit de la cloche de l'église voisine, sonnant minuit, le jour de Noël. Toutefois, pour empêcher qu'on emporte le trésor, l'ouverture de la cavité ne durait que le temps de la résonance des cloches, afin que ses secrets soient préservés. Le serrurier arménien et ses compagnons qui avaient travaillé à cette cavité avaient été précipités dans les oubliettes du château. Seul l'héritier mâle des Faudoas était dépositaire du secret héréditaire de l'or du temple. Ça leur a coûté service rendu, hein? Le serrurier, il l'a payé de sa vie. Ouais. Le trésor déposé là provenait des richesses de l'ordre ramenées de l'îlot forteresse de Rouad en Syrie, au moment où les croisés étaient chassés de Terre Sainte, mais aussi d'une partie de l'or que Guillaume de Beaujeu aurait rapporté de ses mystérieux voyages maritimes en terre inconnue, comme il n'était encore qu'un simple chevalier, afin de faire oublier l'ombre de son templier d'ancêtre aux autorités royales conscientes d'avoir été bernées par l'ordre. La famille d'Hubert de Faudoas se fit discrètement durant des générations en se contentant de gérer ses terres autour de son château féodal. Mais à la fin du XVIe siècle, un mauvais choix politique attira une nouvelle fois le courroux royal sur elle. Ayant donné asile à des membres influents de la Ligue qui fuyaient la colère d'Henri IV, leur château de Juillet fut démantelé. Seul le donjon fut épargné de la démolition. La famille Faudoas dut alors se disperser dans ses fermes alentours pour y trouver asile et subsistance. Plus d'un siècle après cette démolition, Jean Faudoas était un dépositaire du secret de famille et ses activités de laboureur dans la paroisse de Juillet ne lui permettaient pas de nourrir décemment ses enfants. Il décida d'aller lors de la prochaine nuit de Noël faire un prélèvement sur le trésor du temple afin de disposer d'un peu plus d'aisance. Connaissant les dangers de l'opération avec le risque de rester enfermé dans la cave du trésor, mais ne pouvant pas serment familial partager son secret avec personne, Jean Faudoas demanda toutefois à André, son frère de lait, avec lequel il partageait son quotidien de laboureur, de se soucier de lui le lendemain de Noël, s'il n'était pas réapparu à leur ferme du Val de l'Ain. À ce moment-là, il lui demandera, en exigeant le secret de tout cela, par serment de venir voir dans le caveau du vieux donjon s'il avait laissé une trace de son passage. Et si cela était de faire disparaître cette trace et de n'en jamais parler à personne. Quand Noël arriva, André assista à la messe de la Nativité en l'église de Juillet, mais il ne vit point Jean. Lorsque les 12 coups de minuit sonnèrent pour célébrer l'Eucharistie, chacun demanda à Dieu de lui accorder plus de faveurs que de soucis dans l'année qui viendrait.
Quand la messe fut dite, les paroissiens regagnèrent leur logis en chantant des prières pour se réchauffer l'âme dans la nuit d'hiver. Le lendemain, André n'aperçut pas Jean au Val de l'Ain. Fidèle de son serment, il conserva ses inquiétudes pour lui, et malgré le grand froid d'une forte gelée qui rendait la surface de la terre glissante, il s'équipa d'une torche et d'un bâton pour se rendre le soir venu dans les ruines du château. Il connaissait le sentier de ronces qui menait au caveau du vieux donjon pour l'avoir parcouru étant enfant lors de jeux partagés avec Jean. Ayant apporté quelques braises dans sa boîte à tendre, il alluma sa torche lorsqu'il parvint à l'escalier. Aux marches disjointes qui menaient dans les entrailles de la tour, le chemin conduisant au caveau était sombre et André n'était pas certain que l'âme des défunts seigneurs, des défunts seigneurs de Juillet le laisseraient en paix quand il pénétrerait dans leur sanctuaire. Enfin, tremblant un peu, il pénétra dans le caveau, mais l'éclat de sa torche était insuffisant pour dissiper toute l'ombre de ces lieux. André remarqua que la dalle qui recouvrait l'un des tombeaux était restée ouverte, dégageant un passage qui s'ouvrait sur un escalier s'enfonçant dans un puits d'ombre. Luttant contre sa peur, mais comprenant qu'il s'agissait là de la trace dont lui avait parlé Jean, André s'engagea dans la descente après quelques marches. Il pénétra dans une petite fosse vide de tout sarcophage, l'explorant alors à la lueur de sa torche. Il remarqua que le mur du fond présentait comme une fissure, une fente si mince qu'elle n'était visible que par l'espèce de filet sanguinolent qui paraissait avoir jailli en son milieu. Au pied du mur, au centre d'une tache rougeâtre, se trouvaient comme des bouts de doigts sectionnés à la hauteur de la première phalange. Il avait aussi un objet brillant qui paraissait avoir roulé là. On aurait dit un calice qui brillait de 1000 feux, sous l'éclat de la torche, comme une énorme pierre précieuse qui se serait échappée du mur. Il n'y avait rien d'autre. Oh, c'est pas le fameux calice, ça? Hein? Le Graal, le calice. Oh, ça me chatouille. André s'efforça alors d'ébranler le mur, le frappant avec son bâton, mais il ne s'en échappa nulle résonance creuse. Et aucune voix ne répondait à ses appels. L'interstice de la fissure qu'il divinait plus qu'il ne la voyait était trop mince pour permettre d'y introduire même la lame de son poignard. Au débris sanglant qui avait ramassé au pied du mur, André devina qu'un drame s'était déroulé là, et que Jean en était sûrement la victime. Impuissant face au mur et commençant à suffoquer dans la fosse, André ramassa le ciboire, remonta et referma la dalle de sarcophage afin d'effacer la trace du passage secret. Il sortit du caveau et rejoignit sa ferme en méditant sur le sort advenu à son frère de lait. Il se doutait bien que le mur contenait la clé du mystère de la disparition de Jean. Mais tenu par son serment, il ne pouvait se parjurer en demandant de l'aide. Après quelques jours de réflexion tourmentée, mais soucieux de ne pas encourir la colère divine, André décida de confesser une partie de ses affaires au curé afin d'obtenir que soit dite une messe à la mémoire de Jean. Pour prix de cette dévotion, il remit le ciboire au curé en lui affirmant que tel était le vœu de Jean avant qu'il disparaisse, mais il ne dit pas un mot sur le passage secret du caveau sous le donjon. Lui-même tenu au secret confessionnel et ne sachant comment justifier la présence d'un ciboire décoré de pierres précieuses dans sa paroisse, le curé de Juillet remit l'objet à l'évêque de Mans par le biais d'une offrande à la Vierge Marie. Lui-même tenu au secret confessionnel... Oui, je l'ai lu en douille. J'en ai marre d'être fatigué comme ça. Ouais. Surpris de la beauté de cette œuvre, l'évêque la fit analyser et expertiser par des orfèvres, sans toutefois révéler comment elle lui était parvenue. Mais bientôt des rumeurs circulèrent sans que l'on sache qui les protégeait, disant que le Saint Graal venait mystérieusement de réapparaître en terre celtique du Maine. Le ciboire d'André était en effet en moldavite, cette pierre classée précieuse d'un gemme brun-vert qui provient de Moravie, où l'on dit qu'elle est d'origine météorite. Or, les légendes celtiques du roi Arthur et de ses chevaliers
Là, c'est le pape Benoît XIII aurait œuvré à la fondation d'une église secrète, une authentique église de l'ombre, la Sainte Église, où le trésor des Templiers y serait caché. Alors, ça je l'ai lu ou pas? Je sais même plus d'où c'est que j'en suis, moi. D'origine météorite. Or, les légendes celtiques du roi Arthur et de ses chevaliers de la table ronde prétendent que le Saint Graal qui aurait recueilli le sang du Christ aurait été taillé dans cette gemme. Ainsi, le ciboire de juillet, extrait secrètement dans la légende trouvant sans doute trop pesant le poids du mystère de cet objet brusquement ressuscité, l'évêque du Mans fit don du précieux calice au Saint-Père Benoît XIII qui venait d'inaugurer son pontificat. Ce pape, de son vrai nom Pedro de Luna, quitte hâtivement Avignon pour s'installer à Perpignan, puis se retirer dans la citadelle de Peñíscola, en Espagne, et disparaît définitivement de la vie publique, sans doute pour avoir ouvert une sorte de lignée de papes secrets. Le trésor du temple et son refuge secret sont toujours enfouis sous la ruine d'un vieux château. André conserva son secret. Il avait vu le Saint Graal selon la tradition. Il le transmit à son fils en exigeant le serment de la préservation du secret familial. Lui-même le transmit à son fils pour suivre le cours du temps. 3 points. Étincelle d'un morceau de légende poursuivit son chemin, mais aujourd'hui, n'ayant qu'une fille pour héritière, je confie le secret familial à ma plume pour réveiller les Templiers. Paul Duvalin, Les légendes de l'histoire de France, 1879. Comme on le voit, le Saint Graal est la localisation dans beaucoup d'endroits différents et Comme on le voit, le Saint Graal est localisé dans beaucoup d'endroits différents et assimilé à l'histoire des chevaliers du Temple. Trop d'hypothèses, trop de mystères, et l'on s'y perd, faute de pouvoir faire la part des choses. La quête intérieure. Mais d'Hercule à Pyrène, des Cathares aux chevaliers de la table ronde, de ces derniers aux Templiers, nous voyons toujours s'instaurer la thématique de la quête. Putain de merde, ça me reprend. Fuck, ça me fait chier. La thématique de la quête, car la recherche du trésor des Templiers elle-même si apparente, de la purification par les épreuves, ce qui ne nous éloigne pas du voyage apostolique. Je vais voir si c'est ça qui est marqué. Vous m'empêcherez pas de lire, je lis la vérité et je continuerai. Apostolique de Thomas de Joseph d'Arimathie et de Marie-Madeleine. Ni d'un pèlerinage ou d'une croisade. Les épreuves font croire les qualités de l'être en lui-même, par lui-même, voire les mettre au jour. Il y a... Ouais, mais j'ai aussi les yeux qui me piquent. Je me demande si c'est pas son tabac qui arrive chez moi, là. Il y a découverte de soi et perfectionnement. Il s'agit aussi d'un voyage intérieur, initiatique et d'une révélation individuelle, de même la recherche d'un objet symbolique sacré devenant le but de la vie, parfois au risque de sa vie, fait que la finalité peut être plus importante que sa propre existence, mais que celle-ci se transcende par la recherche même où se trouve le Graal, peut-être plus près qu'on veut bien le croire. En nous-mêmes, il est peut-être ce qu'il y a de meilleur dans notre âme, notre esprit. Le voyage intérieur correspond à la quête, à l'être au monde cherchant la pureté. Il y a en nous cette pureté que nous ignorons trop souvent. C'est notre Graal intime, mais il n'est pas facile à le retrouver. Ah. Fait chier. La dame aujourd'hui, j'ai entendu, elle a dit, mais vous n'avez pas peur de mettre le feu? Comme il mettait les bougies sur le vrai sapin, il avait 2 sapins l'année dernière, avec des vraies bougies dessus. Il aurait foutu le feu, l'abruti. Mais comme je dis, qu'il me met en danger. Et là, il peut mettre le feu puisqu'il s'endort avec sa cigarette au bec. Hein? C'est une grande vérité. C'est chez les fous qu'il faut qu'il soit. C'est chez les fous. Il est incapable de se gérer lui-même. Et il met en danger les autres avec ses conneries. Déjà, il me tue ma si peu de santé que j'ai.
Conclusion, fascination. Calice, vase, pierre, chaudron, ou ce qu'on voudra, le Saint Graal nous échappe. En fait, peu importe qu'il soit ceci ou cela, il procède d'une réalité plus haute que celle d'un objet ou d'un autre. Il est fait social total selon l'expression de Marcel Mauss, et toute définition ne peut en être que lacunaire, incomplète, décevante. Sa force et son destin en ont fait un symbole certes, mais aussi le sujet de films, de romans qui le dénaturent, paraît-il, mais en le célébrant en même temps. S'il y avait dénaturation, ce serait encore l'un des aspects du Graal protéiforme dont la présence est quasiment tangible dans nos imaginaires. Le Graal fascine, il inquiète, mais il est là. Putain. Vertige. Ben, je risque d'en faire un si ça continue. Il symbolise toutes les quêtes, il peut devenir la croisade la plus barbare comme la plus pacifique des pèlerinages. Il peut aussi être le voyage intérieur, une tempête sous un crâne, et pourquoi pas un sport. La recherche active mène parfois à des exploits de spéléologue quand on veut traiter du Graal. Plus on tente de préciser, plus il nous échappe, se joue de nous. Dès qu'on croit une hypothèse assurée, elle s'enfuit et nous montre combien nous sommes naïfs. Le Graal est toujours une quête qui commence par ses multiples définitions, au risque du vertige. Énigme. En plus, le Graal mystère en lui-même côtoie la plupart des autres mystères des énigmes de l'histoire. Il les prend avec lui, les phagocyte, et nous plonge dans des océans d'incertitude. Il est de l'histoire ancienne avec la reine de Saba, de la Bible, de l'Évangile, de la tradition celte, arabe, acadienne, que sais-je encore. De plus, on le retrouve avec les Cathares, les Templiers, les Gnostiques. Plus récemment, on l'a mêlé à l'univers nazi. On le met à toutes les sauces, parfois abusivement. Et cette énigme particulière se mêle à d'autres énigmes qu'il faudrait résoudre. Elle aussi, pour le comprendre, en termes d'itinéraire ou de pèlerinage, il ne serait pas la voie directe, mais en chacun. En termes d'itinéraire. Merde, putain, j'ai loupé ma ligne. J'ai perdu ma ligne. Oui, bon, je repars. On le met à toutes les sauces, parfois abusivement, et ces énigmes particulières se mêlent à d'autres énigmes qu'il faudrait résoudre. Elle aussi, pour le comprendre, en termes d'itinéraire ou de pèlerinage, il ne serait pas la voie directe, mais un chemin fait de carrefours dont les multiples routes mèneraient à d'autres carrefours, et ceci avec l'impression que c'est l'infini. Que c'est infini. C'est encore pire qu'un labyrinthe, et cela en procède aussi. Actualité. Le plus curieux peut-être semble représenté par ce cheminement à travers les siècles. Le Graal demeure actuel. Il représente toujours les aspirations les plus diverses de l'être humain. Il répond à tout et à chacun au fil du temps. Il est intemporel et cela nous amène à nous poser la question même ce que nous cherchons, de ce que nous désirons, de ce que nous aimons, alors même que la représentation du Graal peut inspirer des personnes d'opinions radicalement opposées. Quel est donc ce mystère? Celui qui, chez le pire des hommes, demeure une recherche de pureté, une volonté de dépassement, de grandeur et de pérennité. Il doit y avoir dans ses aspirations bien des choses que nous ignorons. Et peut-être qui pourrait correspondre à ce que nous ignorons du Graal, à ces énigmes? Qui seront alors le miroir des nôtres? La quête deviendrait dès lors peu ou prou l'identité, ce qui peut devenir également bénéfique. C'est marqué prou, P-R-O-U, donc je lis qu'est-ce qui est écrit. Prou, ben oui. Oh punaise. Ben où il est le truc du prou là? Oh putain. Ah, voilà. Celle de l'identité, ce qui peut devenir également bénéfique ou dangereux. Qui veut devenir Galahad se retrouve Perceval ou Lancelot.
et le sommeil d'Arthur provoque nos impatience, une impatience. Oh. À quand la paix du monde et le Graal retrouvé? Bientôt. Le destin. À chercher des raisons, on se perd encore plus. Pourquoi le Graal demeure-t-il ainsi? En quoi est-il utile ou nécessaire à nos esprits, à nos entendements, à nos âmes, et si ce n'était pas nous qui posions la question de sa nature, mais lui? Ah, c'est marrant ça. Dans cette représentation, oui, parce que en même temps, sa machine, hein, protéiforme, nous posait la question de nous-mêmes et du destin. L'image de Marie de Magdala se présente alors. Il y a le destin, il y a un appel, il y a des risques. Parmi ces risques, celui de devenir autre transfiguré par la quête et d'en revenir bredouille, mais purifié. Quête du Graal, quête du sens. Le Graal nous dit aussi que la quête est l'enjeu, qu'il ne constitue qu'un prétexte, qu'il est inaccessible et que c'est en le cherchant qu'on le découvre. Pour se découvrir soi-même, en ce sens, il devient une discipline intérieure et tous les symboles trouvent une autre articulation plus intime, personnelle, précédant de la découverte de soi-même et offrant de nouvelles perspectives à l'être. Ce serait l'un des enjeux du Graal et de notre perpétuelle quête du sens de la vie. Et je vais vous dire une chose, connais-toi toi-même et tu te connais. Connais-toi toi-même. Oui, je voulais dire un truc, mais... Oui, bah, faut se connaître soi-même. Mais je voulais dire autre chose après. Donc, j'ai fini le livre. Je l'ai fini. J'ai fini le livre. Après, je vais vous faire le frère de Jésus. Bon, ben voilà. Finito. Voilà, je l'ai fini, les gars. En tout cas, moi, ça m'a bien plu. Alors, ce livre-là, il va rejoindre... Je vais le ranger avec les autres, hein, évidemment. Voilà. Alors... Oh, excusez-moi, hein. Je suis fatiguée et voilà. J'espère que ça vous plaît. Bah, je vais arrêter ma vidéo hein, parce que je trouve pas le truc là pour vous montrer. C'est pas grave. Je suis prise dans mes stylos, dans ma loupe. Voilà. Bah, j'espère que ça va vous plaire et puis voilà. C'est quand même pas gentil. Il laisse sa chienne, elle peut pas bouger. Enfin bref, je vais pas revenir là-dessus. Elle pleurait depuis des heures et des heures, donc il l'a laissé. Il est parti à midi, il est revenu qu'à minuit. Non mais 12 heures. Il revient complètement défoncé. Puis avec un caillou, il tape sur un poteau qui tient son grillage là. Je sais pas ce qu'il a branlé. Je sais pas pourquoi qu'il a tapé pendant au moins 3-4 minutes. J'en sais rien. Non, j'en sais rien. C'est ainsi, hein. Ouais, de toute façon. Hein. Bon, bah, je vous embrasse tous, soyez tous bénis, et puis je vous ferai une suite demain, hein, voilà, hein. Enfin une suite sur autre chose. Bon, alors faut que je commande le smartphone, si, voilà. J'ai encore d'autres choses à commander encore. Puis voilà, après je serai pareil, quoi. Après, il faut que j'essaye de me racheter des fringues, parce que mes fringues sont devenues trop grands. J'ai repris un peu de poids, d'accord, mais j'ai pas du tout envie. Faut que ça repart. Enfin, pas autant, mais il faut que ça repart. Je veux pas... Je peux pas me permettre de prendre... de prendre du poids, parce qu'avec ma vertèbre, non, c'est... Faut pas. C'est pas bon. Voilà. Bon, ma Patou, je t'embrasse fort. Ma fidèle, je t'embrasse fort aussi. Mon Rabbi, je te bénis et je t'embrasse fort. Enfin, tout le monde, quoi. Je vous embrasse fort et je vous bénis tous. Pour faire plus court, parce que s'il faut que j'énumère tout le monde...
Mapatou, et puis Patricia. Non, il y a Patricia, puis il y a une autre. Merde. Et pardonne-moi, hein, je suis fatiguée. J'ai mes fidèles autour de moi, voilà, c'est bien. J'en ai 2, 3, 4, 5. Ouais, enfin, il y a Christiane. Non, Christine. Mais j'arrive pas. Il faudrait que je note et que j'apprenne par cœur parce que je me retrouve pas. Hmm. Voilà. Ben, un gros bisou, hein. J'ai du mal à vous guider parce que j'aime bien, moi, j'adore ça, moi, faire des vidéos et tout ça, discuter. Voilà.